Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Navire des métiers l'Expo à Brest. Nous sommes en direct actuellement. Au moment où nous parlons, le salon Euronaval se déroule depuis lundi déjà et donne la possibilité à ceux qui le souhaitent de s'y inscrire à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans, à condition seulement d'avoir 16 ans. Donc vous pouvez en profiter. Vous pouvez par ailleurs, tout au long de cette séquence, interagir sur le chat. N'hésitez pas, il est là, il est fait pour ça. Et nous répondrons au mieux cet après-midi à vos questions, sinon individuellement par mail, ou nous organiserons une foire aux questions sur notre site internet que nous posterons vraisemblablement en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Je tiens à préciser que d'ailleurs depuis ce matin, depuis la fin de notre séquence de ce matin, nous avons reçu beaucoup de questions. Il nous est impossible d'y répondre immédiatement. Alors, je vais vous parler rapidement de la filière des industriels de la mer qui représente les activités navales, civiles et militaires, l'industrie nautique et les services associés, ainsi que les énergies marines. Avec 120 000 emplois directs aujourd'hui et 32 milliards de chiffre d'affaires, dont 60% à l'international, la filière des industriels de la mer connaît une belle dynamique de croissance. Elle prévoit plus de 72 000 recrutements, dont 22 000 créations nettes d'emplois au cours de la décennie actuelle, dans les 1000 métiers d'exigence et d'excellence qu'elle met en œuvre. Pour accompagner et pérenniser sa croissance et son savoir-faire, notre filière porte une initiative forte, avec à ses côtés la mobilisation des acteurs publics et privés. Le campus des industries navales, CINAV pour son petit nom, regroupe les acteurs nationaux impliqués dans le processus de formation. Les industriels, les régions, les rectorats, Pôle emploi. L'enjeu majeur de CINAV est de garantir la création et la pérennité d'une main-d'œuvre nationale qualifiée, ancrée en majorité dans les territoires littoraux autour des bassins recruteurs. Pour cela, CINAV déploie de nombreuses actions autour de l'attractivité de la filière et de ses métiers. Et elle complète l'offre de formation existante en avalisant les contenus pédagogiques au travers d'un label by CINAV. Je vais vous proposer tout de suite de découvrir un petit motion design qui va vous présenter la richesse des activités de la filière des industries de la mer.
accompagner le développement de l'attractivité des métiers de la filière, SINAV a imaginé plusieurs dispositifs innovants pour aller à la rencontre de son public. Alors son public, ce sont les jeunes en formation, en recherche d'orientation, mais aussi les personnes en recherche d'emploi, en réinsertion, mais nous nous adressons tout aussi bien aux opérateurs de formation, publics et privés, aux industriels et de toute façon plus largement au grand public. Le navire des métiers est le premier outil dédié à l'attractivité des métiers. Il est composé de 3 conteneurs maritimes et d'un espace fixe basé à Brest, d'où nous vous parlons en ce moment. Il a pour objectif de faire découvrir les métiers des industries de la mer. Ainsi, les conteneurs se déploient dans tout l'Hexagone, au gré des salons, des forums, emploi, formation, recrutement, ou même sur des événements, des grands événements liés à la mer. Au-delà de la découverte des métiers en eux-mêmes, le navire des métiers permet à nos visiteurs de se familiariser à la diversité des parcours et des formations, de façon qu'on essaye de rendre ludique et concrète. Je vais d'ailleurs vous laisser découvrir un petit clip qui va illustrer l'espace du navire des métiers tel que nous l'avions imaginé pour le Salon Euronaval 2020. Je vous laisse découvrir cet espace de parcours, d'expérience, de démonstration basé sur les échanges entre industriels, opérateurs de formation, spécialistes RH et les visiteurs. Alors ça donne envie, à vous peut-être, à nous sûrement, malheureusement, il a fallu faire autrement. La filière des industriels de la mer est un acteur essentiel de l'économie de notre pays. Elle représente bien souvent le premier employeur dans de nombreux bassins d'emploi et principalement dans les régions littorales. Aujourd'hui, notre démarche se concentre principalement sur 21 métiers qui ont été identifiés en tension. Je vous laisse découvrir cette liste que vous aurez l'occasion de revoir au gré de cet après-midi et que vous pouvez retrouver de toute façon sur nos supports informatiques. Et nous allons passer maintenant à la thématique du jour qui se consacre au métier de l'ingénieur. Je vais laisser la parole à nos nombreux intervenants que je remercie d'avoir accepté de participer à ces rencontres. Et le premier d'entre eux se trouve sur notre plateau. Il s'agit de Pierre Évin. Bonjour Pierre, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des métiers de l'ingénieur? Merci Chantal. Ils et elles sont généralistes ou encore spécialistes, souvent experts dans leur domaine de compétences. Ils ou elles peuvent également manager des grands programmes ou des équipes. Nous ne sommes pas sur le plateau de Michel Simès et d'Adriana Carambeu. Nous n'allons donc pas vous parler des médecins. Vous êtes plutôt sur le plateau du campus des industries navales et nous allons plutôt vous parler du métier d'ingénieur. Bonjour à vous, chers internautes. Les ingénieurs sont recrutés à des niveaux Bac+5 et pouvant aller jusqu'au Bac+8 dans certains cas. Ils sont issus de tous les types d'écoles d'ingénieurs ou de masters d'université. L'ingénieur traite de problèmes complexes, notamment en concevant des produits ou des processus. L'ingénieur peut aussi diriger la réalisation et la mise en œuvre d'ensemble des produits, des systèmes ou des services. Dans les industries de la mer dans lesquelles nous sommes, nous trouvons tous les ingénieurs sur tout le cycle de vie d'un navire, de l'avant-projet à la conception, puis la réalisation et enfin le maintien en condition opérationnelle des bateaux. Forts de leurs études supérieures, ils excellent en mécanique, en mesures physiques, en électricité, en design, en électronique, en informatique, en nucléaire, en développement durable, en offshore, en pyrotechnie, en supply chain, en matériaux composites, en qualité, en architecture navale, en emménagement, en coque structure, en chaudronnerie ou encore en soudage. Autant de spécialités que de métiers indispensables pour faire vivre la filière des industries de la mer.
Forts de leur esprit cartésien et scientifique, les candidats doivent, dès leur bac en poche, faire une prépa en lycée général supérieur, une prépa intégrée ou encore un DUT, voire de plus en plus un BTS, avant d'intégrer un cursus de 3 ans en école d'ingénieur, en cursus initial ou en apprentissage. Cette entrée en école d'ingénieur, vers 20-21 ans, mène les étudiantes et les étudiants dans une promotion unie et soudée, avec un esprit de corps qui mène chacun au diplôme tant espéré. Être ingénieur n'a pas de sexe. Les industries de la mer accueillent de nombreuses femmes, ingénieureux, passionnées. Être diplômé d'une école d'ingénieur est une chose, mais c'est là que tout commence ensuite. Avec son gros bagage académique, l'ingénieur junior entre dans la vraie vie de l'entreprise et découvre les codes et les usages, les équipes avec qui il va travailler et la technique plus particulière sur laquelle il va démarrer sa carrière professionnelle. Qu'il soit ingénieur en recherche et développement, architecte naval, data scientist, architecte système, concepteur système, ingénieur cybersécurité, responsable industriel, responsable méthode, work package manager, responsable lot de tâches, ingénieur européen en soudage, chef de projet, ingénieur électronicien, développeur informatique, ingénieur en infrastructure et réseau, atomicien, acheteur, manager en supply chain, responsable de calcul, ingénieur en mécatronique, etc. Ces ingénieurs cheminent ainsi dans leur spécialité, évoluent dans l'entreprise et prennent au fur et à mesure de l'expérience et des responsabilités. De junior, l'ingénieur passe spécialiste, expert, chef de service, directeur industriel. Autant de postes à responsabilité qui jalonnent une carrière. Outre les grandes qualités scientifiques et managériales dont nous avons pu parler précédemment, il en est une essentielle qu'un ingénieur doit avoir, c'est l'humilité. Cette humilité est essentielle parce que, devant la complexité des technologies qui avancent à grands pas, l'ingénieur peut être confronté aux difficultés devant une panne majeure, un incident imprévisible. Affronter ces difficultés fait partie intégrante du métier d'ingénieur. L'ingénieur a le droit à l'erreur, mais cette erreur, il devra ne la faire qu'une seule fois. Mais ce dernier n'est jamais seul pour aboutir à la réussite. Aux côtés des ouvriers, des compagnons, des techniciens et de ses pairs, l'ingénieur est plus fort parce qu'il est entouré. Alors, travailler pour les industries de la mer vous intéresse? Vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel? Et si ce métier était pour vous, vous n'avez plus qu'à nous rejoindre. Merci à vous. Nous vous attendons. Merci Michel. Non, merci Pierre, pardon. Alors, ingénieur, c'est un terme très vaste et finalement, il se cache tellement de choses là derrière que c'est assez impressionnant. Tout à fait. Alors, nous allons maintenant nous rendre en duplex en Normandie, où nous allons accueillir Stéphane de l'AFPA. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Stéphane. Donc, je vais vous parler du niveau de diplôme et certification professionnelle pour pouvoir accéder au métier, notamment au métier du secteur maritime. Super. Alors, comme vous pouvez le voir sur la présentation, il y a différents niveaux d'entrée dans les métiers. On a eu une nomenclature française qui a vécu jusqu'il y a un petit peu plus d'1 an, que peut-être vous avez déjà vu dans des annonces d'emploi en vous disant qu'est-ce que c'est que ce truc-là de 5, 4, 3 en chiffres romains et qu'est-ce que ça représente en termes d'exigence pour pouvoir postuler à un emploi. Mais en fait, ça image des niveaux d'entrée, des niveaux d'exigence en fait reliés à des niveaux de formation pour pouvoir accéder aux emplois. Alors, le niveau 5 dans notre nomenclature française a été remplacé depuis janvier 2019 par le niveau 3, numéro 3, en fait, du cadre européen des certifications. Et donc, ça correspond à des formations qui se situent 2 à 3 années après le collège. L'ancien niveau 4 est toujours resté le niveau 4 dans le cadre européen des certifications. Et ça correspond à un niveau baccalauréat. L'ex-niveau 3 est devenu le niveau 5. Ça correspond à toutes les formations de 2 années après le baccalauréat, de type BTS, DUT, de DUST,
toutes ces formations-là. Le niveau 3 correspond plutôt aux licences professionnelles et c'est aujourd'hui le niveau 6 et ex-niveau 2. Ce niveau reste le même pour des personnes qui auraient entamé un cycle de master mais qui ne l'auraient pas terminé, typiquement qui auraient validé une année de master 1. Et puis ensuite, on va retrouver le niveau dont on vient de parler en introduction, c'est-à-dire l'ex-niveau 1 qui regroupait de Bac plus 5 à Bac plus 8 et aujourd'hui qui est différencié dans le référentiel européen avec le niveau 7 pour les Bac plus 5 et le niveau 8 pour les Bac plus 8, où là on va retrouver toutes les formations de type école d'ingénieur, master, et où là on accède pour imager à des métiers ou de spécialistes sur des technologies ou des systèmes qu'on peut retrouver dans le monde maritime, ou des postes d'encadrement de production industrielle ou d'encadrement de projet, ou alors des postes de navigants de type officier supérieur, voire commandant. Pour imager les niveaux inférieurs, en fait, à ce niveau de qualification, sur les niveaux 3, on peut retrouver des métiers plutôt d'employés et d'ouvriers, par exemple soudeur, tuyauteur, opérateur composite. Alors, différents métiers qui, pareil, peuvent s'exercer ou sur terre ou en mer. C'est un peu la particularité du secteur maritime. Et au niveau du niveau 4, on va trouver des métiers, des premiers métiers de techniciens de type chaudronnier, électricien. Et quand on monte sur des niveaux 5 et 6, on va se retrouver sur tous les métiers de techniciens d'études, les métiers qui ont été abordés ce matin, pour ceux qui ont suivi le webinaire qui a eu lieu ce matin, où là, il y a une multitude de métiers qui ont trait ou à des spécialistes d'une technologie et qui font de la veille, ou à des personnes qui travaillent sur les bureaux de méthode d'industrialisation, ou des personnes qui coordonnent des chantiers de fabrication dans les industries. C'était très intéressant et on se rend compte que les métiers de l'industrie de la mer, on peut les exercer sur terre ou en mer, ce qui est quand même intéressant. Je vais vous proposer maintenant de découvrir une petite vidéo, un petit clip sur le métier d'architecte naval. C'est ça, être architecte, toujours trouver le meilleur compromis et aboutir au meilleur sous-marin. On apprend très vite qu'on ne connaît pas grand-chose et qu'on a beaucoup à apprendre des autres. Architecte naval, c'est un métier qui consiste à coordonner en fait, techniquement l'ensemble des études de conception d'un sous-marin. Il y a une grosse part de technique. L'architecte naval est autorité de conception. Il y a également une grosse dimension humaine dans le métier d'architecte naval puisqu'on va échanger constamment avec les concepteurs des installations et les spécialistes. Et c'est réellement eux qui ont la réponse à beaucoup de nos questions. C'est un métier où on rencontre ces deux composantes de manière très forte, à la fois la composante technique puisqu'on doit maîtriser tous les domaines techniques qui vont se présenter à nous pour aboutir à la meilleure conception. Mais c'est aussi un métier très humain puisqu'on est en lien avec beaucoup d'acteurs différents. L'architecte coordonne une quinzaine de métiers différents. Toujours se poser des questions, challenger les équipes. On va devoir parler avec l'électricien le matin, on parle ensuite avec la personne de la structure. Les concepteurs d'installation, les spécialistes transverses, le client également pour arriver au meilleur produit. Et donc l'humain est effectivement au centre du jeu également. On a quand même une absence de routine. On va rencontrer des personnes différentes tout au cours de la journée. On a beaucoup d'échanges. On va s'adapter aux disponibilités de chacun, aux urgences du moment. Un sous-marin, c'est un produit très complexe. Il y a un vrai challenge dans l'intégration de ce produit-là. Donc il faut aussi trouver toujours en fait, l'optimal dans la conception. C'est être rigoureux, c'est également faire preuve d'humilité. Ce métier, on peut le voir comme un aboutissement du point de vue technique, parce qu'on arrive à une place un peu centrale dans la conception du sous-marin. Mais c'est pas une fin en soi, en fait, c'est aussi un tremplin vers beaucoup d'autres métiers au sein de l'entreprise, puisqu'ils permettent d'appréhender finalement tous les domaines techniques qui vont faire la vie du sous-marin. Puis il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par leur métier, peut-être que c'est dû à l'aspect sous-marin. Les sous-marins, c'est quand même une arme qui a révolutionné l'histoire navale. Donc s'inscrire dans cette histoire, dans cette grande histoire navale française, c'est une grande fierté pour moi. Et voilà, métier de passion, fierté, on entend régulièrement ces mots dans la bouche des gens qui travaillent dans ces métiers des industries de la mer. Nous allons maintenant nous rendre à l'ENSTA Brest, où nous allons rencontrer ou écouter Jean-Yves Pradillon. Jean-Yves Pradillon, bonjour. Ravi de vous recevoir sur notre plateau. Je vais vous laisser la parole pour parler de l'école, des formations et plus globalement du métier d'ingénieur.
Oui, merci de m'avoir donné la parole. Alors, donc effectivement, je m'appelle Jean-Yves Pradillon, je suis enseignant à l'ENSA-Bretagne, qui est une grande école d'ingénieurs à Brest. J'ai moi-même un diplôme d'ingénieur avec une spécialisation en construction métallique. Et j'ai rejoint la construction navale il y a très très longtemps, pour les jeunes qui nous écoutent. C'était au siècle dernier, en 1985. Et après être resté 20 ans dans l'industrie, j'ai décidé de rejoindre le milieu de l'éducation pour essayer de faire passer un petit peu les peu de choses que j'avais appris auprès des jeunes générations. Et donc au sein d'ENSA-Bretagne, j'interviens dans l'équipe d'architecture navale, plus particulièrement sur la structure, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un bateau se casse pas quand il est à la mer. Et puis j'essaye de participer aux formations de l'école au-delà de ça, c'est-à-dire j'anime la formation de nos ingénieurs par alternance qui se destinent à l'industrie navale. Et puis aussi, je m'occupe du master spécialisé énergie marine renouvelable. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler aujourd'hui de ces deux métiers, l'architecte naval et l'architecte d'énergie marine renouvelable. Alors, qu'est-ce qu'un architecte naval? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai des prédécesseurs qui ont déjà dû en parler. Mais en fait, c'est quelqu'un qui va construire un bâtiment, un petit peu comme un architecte classique. Simplement, la seule différence, c'est que ce bâtiment, il va flotter, il va se déplacer, il va être soumis à un environnement sévère que lui offre la mer et les vents qu'on peut y trouver. Donc, il va avoir à faire un certain nombre de calculs pour s'assurer que le navire va pouvoir remplir les missions que son client attend, c'est-à-dire l'armateur qui va commander le navire. Alors l'armateur peut être civil, c'est un CMA-CGM par exemple, les grands porte-containers, mais ça peut être aussi des militaires, donc en France la Marine nationale, qui va vouloir un navire qui remplit des missions bien particulières. Alors pour ce faire, il y a besoin de beaucoup de connaissances techniques, et c'est la raison pour laquelle les architectes navals en France en général sortent des grandes écoles d'ingénieurs. Les navires sont généralement, ils ressemblent de ce point de vue-là au génie civil, c'est-à-dire qu'ils sont en général fabriqués en petites unités, une fois ou deux, trois unités qui se ressemblent, mais rarement plus. Et donc c'est un travail très varié. À chaque fois, on est soumis à un nouveau défi et on conçoit un nouveau projet. Alors, comment est-ce qu'on peut devenir architecte naval? Je viens de parler des grandes écoles, donc est-ce que je suis obligé de faire une classe préparatoire pour devenir architecte naval? La réponse est non. Il y a une voie qui s'appelle l'apprentissage, dont j'ai parlé en introduction. Donc les gens qui ont choisi un cycle supérieur court, comme un BTS ou un DUT, ont la possibilité, dans la plupart des écoles d'ingénieurs aujourd'hui, et donc à l'ENSA-Bretagne en particulier, de choisir une formation par alternance, c'est-à-dire 50% à l'école, 50% en entreprise. Et à ce moment-là, ils vont obtenir leur diplôme d'ingénieur, mais d'une façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir uniquement des cours à l'école, ils vont avoir aussi une partie de leur formation qui sera assurée par l'entreprise. Alors j'ai entendu que mon prédécesseur était de Naval Group. Naval Group est typiquement une grande entreprise qui utilise cette voie de formation d'ingénieur en nous accompagnant pour amener ces gens d'un statut de technicien à un statut d'ingénieur. Tous les ans à l'école, on forme 80 architectes navals. Alors ça peut aller de 75 à 85, mais environ 80 architectes navals. C'est la plus grosse formation de France en matière d'architecture navale. Sur ces 80, une vingtaine sont des alternants. Et puis une quinzaine aussi sont dans un master spécialisé. Alors un master spécialisé, qu'est-ce que c'est? C'est une formation au niveau Bac+6 qui recrute des gens qui sont déjà ingénieurs et qui leur permet de changer de métier, de compléter leur formation par une autre façon de voir les choses. Et donc, voilà, nos 80 architectes navals sont ceux qui ont passé les concours, les gens qui viennent aussi de ces formations de master spécialisés, et puis nos apprentis. Les débouchés sont excellents, puisque plus de 95% de nos diplômés sont embauchés 6 mois après le diplôme, avec un niveau qui est le niveau classique pour un ingénieur débutant. Et ça reste quand même un beau défi de rejoindre cette formation
d'architecture navale, d'autant que à l'école, on forme les architectes navals, mais on leur apprend aussi à travailler pour l'industrie du pétrole, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre le pétrole et la construction navale. Il y a des objets en mer qui sont soumis à des contraintes importantes, à des chargements importants de la mer. Mais dans l'industrie navale elle-même, il y a encore des beaux défis à relever, même si l'industrie est multimillénaire. Aujourd'hui, on travaille sur des navires autonomes avec des équipages de moins en moins nombreux. On travaille sur des navires dont on réduit au maximum les émissions polluantes. On travaille sur des navires innovants, rapides, performants, qui coûtent de moins en moins cher à l'utilisation, à l'achat. Et puis, on voit en Asie une course au gigantisme. Les grands porte-containers qui ramènent les productions d'Asie sont des monuments absolument gigantesques. C'est le plus gros objet fabriqué par l'homme, mobile, le plus gros objet mobile fabriqué par l'homme, c'est un bateau. Et ça reste quand même un très très beau défi pour nos étudiants. Et donc, dans une deuxième partie, j'aimerais parler un petit peu des énergies marines renouvelables. J'imagine que là aussi, vous en avez parlé. En général, on va installer un système d'énergie marine renouvelable pour produire de l'électricité en mer. Ce n'est pas la seule façon de produire de l'énergie en mer, mais la plus fréquemment rencontrée, c'est la production d'électricité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Eh bien, on va prendre des énergies qui existent au large, et puis cette énergie, on va la transformer en électricité ou en autre chose. Alors, quelles sont les énergies qu'on peut trouver en mer? Il y a du vent, il y a du courant, il y a de la houle, il y a des différences de température entre les couches d'eau. Tout ça, ça nous donne l'occasion d'installer des machines qui vont pouvoir générer l'électricité. Alors, quels sont les métiers qu'on peut exercer dans le milieu des EMR? Eh bien, ils ont cette filière des EMR, qui est une filière naissante en construction, a besoin de la même chose que l'industrie navale. Elle a besoin de soudeurs, de chaudronniers, d'électrotechniciens, de techniciens supérieurs, d'ingénieurs, de chercheurs, de manière à relever les défis que les EMR nous posent aujourd'hui, parce que ce sont des machines qui n'existent pas pour la plupart. Il faut les inventer, il faut aller de l'avant et trouver les solutions à des problèmes qui sont des problèmes de la transition énergétique face à laquelle tous nos pays sont confrontés. Alors justement, c'est quoi l'avenir pour les EMR? Eh bien, il ne faut pas croire que les EMR remplaceront tous les systèmes de production d'énergie, mais dans les meilleurs scénarios, on estime que 25% de la production mondiale pourra être couverte par les EMR. C'est absolument énorme. Les éoliennes seront sans doute les plus nombreuses dans ce cas-là, et plusieurs projets français sont sur les éoliennes flottantes. Donc, moi j'invite tous les gens qui veulent rejoindre cet élan de sauvegarde de la planète de venir travailler dans les EMR. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup Jean-Yves, on vous retrouvera sans doute à la fin. En tout cas, plus gros objet mobile fabriqué par l'homme est un objet marin ou maritime. L'objet le plus complexe au monde fabriqué par l'homme, c'est un sous-marin. Et vous nous parlez maintenant des énergies renouvelables qui sont issues aussi de la mer. Sincèrement, les industries de la mer ont un bel avenir devant elles. Et il est important à souligner aussi, Jean-Yves, que tu as souligné l'importance de l'apprentissage dans le cursus de la FIPA Insta-Bretagne, qui s'appelle comme ça, où c'est la voie de l'excellence pour bon nombre d'entreprises de la filière. Et le cœur du recrutement de cette FIPA, tu me corriges Jean-Yves si je me trompe, c'est bien les DUT GMP par exemple, les DUT GIM, les DUT SGM, les DUT mesures physiques, les BTS CICN, labellisés by CINAV, entre autres, et bien d'autres diplômes. Tout à fait. Je rajouterai juste à la liste, parce qu'ils sont un peu souvent oubliés, les BTS. Les 2 BTS Construction Navale de France, Saint-Nazaire et Lorient, sont aussi des bons pourvoyeurs pour cette filière. Tout à fait. Et le BTS CPI, qu'il ne faut pas oublier. Oui, eux aussi, tout à fait. Ok, merci beaucoup Jean-Yves et à tout à l'heure. Et nous allons maintenant nous déplacer vers Concarneau, pas très loin de chez nous, où nous allons retrouver Yann Guézenec au chantier Périou. Alors, bonjour Yann, vous êtes architecte naval chez Périou à Concarneau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de votre métier? Oui, bonjour à tous. Voilà, donc je me présente rapidement. Yann Guézenec, j'ai 38 ans, architecte naval chez Périou depuis un petit moment déjà. Donc
mon parcours, tout d'abord, comme beaucoup de gens, j'ai fait un bac scientifique qui m'a amené vers une classe préparatoire pour préparer le concours d'entrée en école d'ingénieur, donc plutôt orienté physique et sciences de l'ingénieur. Et depuis tout petit, en fait, j'étais passionné par la voile et la mer, donc assez naturellement, j'ai eu envie de m'orienter vers l'architecture navale. J'ai réussi à intégrer une école généraliste Centrale Nantes, qui possédait une spécialisation en architecture navale. Donc les 2 premières années, en fait, j'ai suivi un cursus généraliste à l'école, donc on faisait aussi bien de la résistance des matériaux, de l'automatisme, de l'électricité, informatique, mécanique des fluides, bref, toutes les matières. Et en fait, j'ai fait un cursus un peu spécial parce que j'ai fait un double diplôme. Donc à la fin de ces 2 années, j'ai fait un stage de 8 mois dans un cabinet d'architecture navale pour me conforter finalement dans mon choix de vouloir faire ce métier, et j'ai fait ma spécialisation en double diplôme au Brésil, à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, où j'ai réellement appris le métier de la construction navale. Suite à ça, en fait, je suis arrivé chez Pierre-Hughes, finalement, grâce un peu à mon maître de stage de l'époque, qui m'a orienté vers ce chantier que, pour être honnête, je ne connaissais pas tout à fait avant. Et maintenant, j'ai fait 6 ans en tant qu'architecte naval chez Pierre-Hughes. Je suis ensuite passé pendant 6 ans responsable du bureau projet architecture. Et là, depuis un peu plus d'1 an, je suis responsable du pôle R&D chez Pierre-Hughes, où on fait toujours bien évidemment de l'architecture navale. Donc Pierre-Hughes, rapidement, en quelques mots, c'est quoi? C'est donc une société qui a plus de 50 ans, fondée en 1965 par les frères Pierre-Hughes, issue essentiellement de la réparation des navires de pêche sur le port de Concarneau. Aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires assez important, entre 150 et 180 millions d'euros. Et la grosse force de Pierre-Hughes a été la diversification, parce qu'on a été issu de la pêche, comme je l'ai dit auparavant, et assez vite, comme vous pouvez le voir sûrement sur les images qui défilent à l'écran, on s'est diversifié. On a fait énormément de types de navires, donc aussi bien des navires de pêche, dont on a gardé le savoir-faire, mais aussi des navires à passagers, comme le Fromveur pour relier Brest à Ouessant, ou alors des navires de travail, comme des remorqueurs, des sabliers, ou des navires spéciaux, comme des brise-glaces, mais aussi des yachts, comme le Yersin, que vous avez sûrement pu voir dans la presse. Et depuis 5 ans maintenant, on s'est engagé dans le secteur militaire avec notre filiale conjointe avec Naval Group qui s'appelle Carship. Donc le cœur de métier de Pierre-Hughes, c'est des navires de 30 jusqu'à 100 mètres. Aujourd'hui, en quelques chiffres, Pierre-Hughes, c'est plus de 300 navires construits, acier ou aluminium. On ne travaille pas trop le composite. Pour faire très simple, acier sur les navires de travail plutôt robustes et aluminium sur les navires plutôt, je dirais, légers, rapides. Aujourd'hui, il y a plusieurs sites de construction. On est présent partout dans le monde. Donc, il y a notamment un site sur Concarneau, un autre sur l'Orient en France, mais on a aussi un chantier de construction au Vietnam, un chantier de réparation au Nigeria et plusieurs pôles de réparation navale à La Réunion, Sénégal, Maroc. Voilà, donc la philosophie de Pierre-Hughes a toujours été de suivre ses clients là où ils se sont implantés. Et du coup, c'est pour ça qu'on a été amené à créer un petit peu tous ces sites. Donc le métier d'architecte naval maintenant chez Pierre-Hughes, c'est quoi? Finalement, ça consiste essentiellement en 2 grandes missions. La première, c'est répondre aux appels d'offres qui arrivent pour finalement signer des contrats pour le chantier et ces différents sites de production. Et la deuxième, c'est réaliser l'architecture navale finalement du navire qui a été signé. Donc, dans un premier temps, la première mission, répondre aux appels d'offres, déjà, on peut dire qu'aujourd'hui, on répond à peu près à une quarantaine, cinquantaine de projets par an, très divers et variés, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, il y a des appels d'offres qui sont plutôt simples, je dirais, où en fait l'armateur nous fait confiance et finalement il vient nous voir parce qu'il sait qu'on a la compétence, qu'on a déjà travaillé avec lui. Il nous demande juste de construire par exemple un navire de pêche en nous précisant juste la quantité de poissons qu'il veut transporter à bord et le type d'engin de pêche qu'il souhaite. Et voilà, donc là on peut laisser libre cours un peu à notre imagination et on est assez libre de lui proposer ce qui nous paraît le plus pertinent pour lui. Le deuxième type d'appel d'offres sur lequel l'architecte peut être amené à répondre, c'est des appels d'offres
qu'on pourrait qualifier de plus complexe, où là, ça s'apparente plutôt aux appels d'offres où on a des marchés publics, typiquement les appels d'offres militaires, où là, on reçoit un cahier des charges relativement épais avec une spécification de besoins du client très détaillée, beaucoup d'annexes et beaucoup de documents justificatifs à fournir. Donc c'est très énergivore en temps, mais aussi en ressources. Et l'idée de ça, c'est que finalement, tous les chantiers convergent globalement vers le même type de produit final pour se différencier un peu sur le prix. Voilà, le troisième type d'appel d'offres que l'architecte chez Pierre-Yves peut être amené à traiter, c'est des appels d'offres de sous-traitance, tout simplement parce que il y a des problèmes de charge. Des fois, on a plus d'appels d'offres que d'architectes chez nous, donc on fait appel à un cabinet d'architecture extérieure, donc il a en charge le suivi des études de ce cabinet, mais des fois on le fait parce qu'il y a un intérêt commercial à répondre avec tel ou tel bureau d'études plutôt que développer le produit en interne, ou tout simplement parce qu'on n'a pas les compétences. Ça s'est produit par exemple sur le cas de l'Astrolabe, le brise-glace qu'on a construit pour l'Antarctique, où on a été chercher un cabinet d'architecture finlandais pour nous aider à concevoir le navire, vu qu'on n'avait pas la compétence. Donc là, ce qu'il faut retenir un peu de l'architecture chez Pierre-Yves, c'est qu'on est très polyvalent. On n'a pas d'architecte spécialisé par type de navire. L'architecte peut travailler sur un navire de pêche, puis un mois plus tard sur un remorqueur, puis 2 mois après sur un navire militaire, ce qui fait qu'il apprend énormément et il enrichit ses connaissances vraiment tout au long de sa carrière. Donc maintenant, si on rentre un peu dans le détail, dans le métier d'architecte, qu'est-ce que c'est ? Finalement, la première chose à faire, c'est bien définir le cadrage réglementaire. Donc le cadrage réglementaire, c'est quoi ? C'est travailler avec l'armateur notamment, mais surtout les sociétés de classification et les autorités de pavillon pour définir le cadre réglementaire du navire, savoir si c'est un navire qui va naviguer en zone de navigation internationale, s'il va rester en zone côtière, si c'est un remorqueur, si c'est un navire de pêche. Et le choix du pavillon, pareil, là on en discute avec l'armement, parce que là c'est lui qui choisit de faire immatriculer son navire dans tel ou tel pays en fonction de sa zone d'exploitation. Une fois cela défini, c'est ça qui va régir finalement tous les textes qui vont tourner autour de la conception du navire, et on va rentrer dans une phase qu'on appelle la boucle navire. La boucle navire, c'est identique quasiment à chaque type de navire, et ça consiste en quoi ? En fait, une fois qu'on a reçu le cahier des charges du client, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de faire les premiers traits, de définir les grandes caractéristiques principales du navire, ses missions, ses fonctions, quels sont les gros équipements intégrés. On aboutit à un premier plan. De ce premier plan, on fait une petite étude de poids, on commence à dessiner une carène, on regarde les capacités du navire, on définit les cas de chargement des différentes missions. Ensuite, on regarde les performances du navire avec ce premier jet. Et en fait, plus qu'une boucle, c'est une spirale en fait qu'on fait, parce que ces boucles convergent au bout d'un moment vers finalement la validation du cahier des charges du client, tout en tournant autour de la réglementation. Donc voilà, et la deuxième mission maintenant chez Pierre-Yves, c'est si on a la chance finalement d'avoir remporté un appel d'offres qu'on a dessiné, le navire va se construire et on passe dans la phase d'étude de construction, la phase de construction du navire. Donc là, on pourrait dire que l'architecte réalise un peu la boucle navire finale et définitive, qui est lié finalement au dernier retour fournisseur. On a consulté tous les équipementiers qui nous ont donné encombrement définitif, poids définitif. Ça nous permet de faire une stabilité du navire final et on en déduit la carène définitive. On passe par une phase de lissage. Donc le lissage, c'est en gros, on enlève toutes les petites bosses qui peuvent rester sur la carène qui était préliminaire au début pour être sûr que le bateau soit parfaitement propre et dans ses lignes pour la construction, et on sort tout le dossier technique définitif pour pouvoir lancer les autres bureaux d'études du chantier dans la phase de construction du navire. Et une fois cela fait, la dernière étape de l'architecte chez nous, finalement, ça consiste à valider les performances. L'architecte est responsable des performances du navire, et donc c'est lui qui va rédiger le cahier des essais du navire et qui va participer, bien évidemment, aux essais mers pour valider les grandes performances architecturales, telles que stabilité, vitesse ou fonction au remorquage, par exemple, pour un remorqueur.
Donc voilà, c'est très rapide, très simple, mais en conclusion, le métier d'architecte, c'est la polyvalence aujourd'hui, c'est connaître un petit peu tous les corps de métier, que ce soit ventilation, électricité, stabilité, structure. Donc tout ça pour concevoir le meilleur navire, quel que soit le type de navire. Du coup, grâce à ça, cette polyvalence, on apprend tous les jours. Et aujourd'hui encore, dans mon métier de point de vue R&D, je continue à faire de l'architecture navale sur des sujets complètement innovants tels que les cargos à la voile ou la propulsion hydrogène. Voilà pour la présentation du métier chez Pierre Youx. Eh ben, c'était passionnant, Yann, merci. Et on se rend compte de la variété des produits, de la variété des activités. On n'en finit jamais. Mais on a la chance quand même à la fin de prendre un peu la mer pour travailler soit. Mais malgré tout, un bol d'air ne fait pas de mal. Nous allons maintenant nous diriger vers Cherbourg pour laisser la parole à William Havet. William Havet, aux constructions mécaniques de Normandie à Cherbourg, bonjour. Oui, bonjour. Et je ne sais pas si vous me voyez. Si, on vous voit, pas de problème, on vous voit et on vous entend parfaitement. Donc je vous laisse la parole, allez-y, soyez passionnés comme vous l'êtes tous, on vous écoute. Merci. Je m'appelle William Havet, donc je suis architecte naval au CNN Cherbourg depuis maintenant 3 ans. J'ai intégré ce chantier, en fait j'ai fait un premier stage de 6 mois dans ce chantier en 2016 et j'ai été intégré pour en fait mon deuxième poste une fois ma vie professionnelle lancée. Donc, je vais commencer peut-être par une présentation du chantier, comme c'est vrai que j'ai entendu mon collègue de Pierre Youx en parler. C'est vrai qu'il va y avoir pas mal de doublons avec ce qu'il a déjà dit, parce que en fait les CMN Cherbourg sont un chantier qui dans ses dimensions est peut-être similaire à celui de Pierre Youx et d'autres chantiers français comme Ocea et Socarenam. Donc je vais évoquer des chiffres qui vont peut-être vous rappeler les précédentes présentations. Donc c'est un chantier situé à Cherbourg qui a une longue histoire d'environ 50 ans, avec plus de 700 navires construits donc pour beaucoup de clients à travers le monde. On est un peu spécialisé finalement dans l'export de navires militaires. Et pour ces navires militaires, on maîtrise les constructions acier et aluminium, éventuellement composite, même si on a tendance à sous-traiter, et on a un outil de production qui nous permet de produire des unités jusqu'à 95 mètres. Au-delà, c'est de toute manière un marché sur lequel on ne se place pas, et on est limité par notre capacité industrielle. Et on dispose d'un bureau d'études d'environ 50 personnes avec toutes les spécialités représentées qui pourraient nous permettre de construire un navire. L'architecte finalement évolue dans son chantier naval, il est contraint par les limites de production de l'outil industriel et il travaille surtout avant la signature des contrats finalement, dans les moments où on est encore en discussion avec un client potentiel. Et pour cela, au CMN, on est 3 architectes. On a une équipe d'une bonne dizaine de personnes dédiées finalement à cette phase architecture navale. Et bien sûr, il reste les 40 personnes constitutives du bureau d'études qui peuvent intervenir avec l'architecte. Donc c'est pour ça que je vais vous parler un peu des étapes de la construction du navire pour bien comprendre à quel moment on intervient. On intervient finalement avant la signature du contrat, donc on est soumis, on va dire, à des contraintes au niveau des délais pour donner notre offre. On travaille avec un service commercial qui va nous exprimer le besoin du client et il faut assez rapidement qu'on assure les premières étapes de la conception du navire et qu'on valide les grands dimensionnements. Donc, ce qui se passe avec avant la commande est un peu divisé finalement entre avant-projet et projet. C'est un peu arbitraire, mais en tout cas, tout ce qui se passe finalement avant la commande, c'est ce que mon collègue de Pierre Youx a appelé la boucle navire. Donc finalement, on s'autorise à faire pas mal de modifications avant finalement de figer la définition. Donc on a un process qui nous permet d'itérer assez vite vers une solution qui répond aux besoins du client
répond à la réglementation et serait finalement une solution optimale au niveau coût pour décrocher le contrat. Après la commande, finalement, nous, en tout cas au CMM, on intervient un peu moins après la commande en tant qu'architecte. On a des techniciens dans notre équipe qui s'occupent de suivre finalement les performances du navire, ou plutôt les masses, et nous, on s'occupe de suivre les performances du navire parce qu'on en est responsable au niveau des études de détail. Donc au niveau de la boucle navire, comment ça se passe finalement avant la signature du contrat? J'ai dit qu'on traitait à 3 environ une cinquantaine de projets par an, on n'en signe pas 50, donc il faut que cette étape-là soit la plus optimale possible, converger rapidement vers une solution pour pouvoir finalement traiter le plus d'appels d'offres aussi par année. Donc on reçoit en général un cahier des charges, soit qui est directement rédigé par le client, soit par l'intermédiaire d'un commercial qui va finalement retranscrire les demandes du client. Nous, on est un peu la référence au niveau du chantier en ce qui concerne la réglementation et les impacts sur l'architecture. Donc c'est à nous de maîtriser tout ça. Et on finit par... à ce moment-là, on peut effectivement commencer à répartir les volumes et avoir une idée de ce que va être les dimensions du navire. Des fois, le client il a déjà cette idée. Éventuellement, là, peut-être que ça va on va pouvoir peut-être répondre aux besoins avec un produit de notre gamme. C'est finalement assez rare. On va au moins adapter un produit de notre gamme aux demandes du client. Ou alors, on va partir de la feuille blanche. Donc, on commence par dessiner une garenne, vérifier que tous les volumes sont à bord pour disposer de tous les locaux, intégrer la propulsion. Il faut que la carène soit efficace, qu'elle soit pas énergivore, pour qu'on puisse y mettre les moteurs les moins puissants possibles pour qu'ils soient les moins chers. Donc on fait ce qu'on appelle une boucle pour venir aussi respecter les contraintes de stabilité et on finit par faire intervenir de plus en plus de personnes dans la boucle. Donc on commence par les collègues de notre équipe. Donc on a des techniciens qui font ce qu'on appelle le devis de masse pour lister toutes les masses à bord. Et c'est important pour les points de vue performance et stabilité. Et on a aussi un dessinateur qui se charge de faire une maquette projet, qui va pouvoir, parce qu'un des livrables importants pour le client, ça va être le plan d'aménagement général qui est la matérialisation de notre offre technique, finalement. On a également une spécification technique qu'on rédige en tant qu'architecte, qui décrit finalement le navire tel qu'on s'engage à le construire. Donc on signe cette spécification technique et en cas de signature avec le client, cette spécification technique devient contractuelle. Donc c'est nous qui nous engageons, on est responsable technique. Et donc c'est pour ça que c'est très important pour nous d'assurer la faisabilité de notre offre technique telle qu'on l'a écrite dans la spécification technique et telle qu'on l'a représentée sur le plan d'aménagement de notre. Donc pour ce qui est de notre fiche de poste, finalement, on a premièrement un rôle finalement purement technique où on est responsable d'un certain nombre de dimensionnements, et notamment des prédictions de performance qui nous permettent de savoir quelle puissance moteur il nous faut pour atteindre la vitesse contractuelle demandée par le client. Donc ça, on est en autonomie complète. On coordonne aussi l'équipe projet parce que des fois, on touche un peu à tous les domaines, que ce soit climatisation, électricité, tuyauterie. On n'est pas des experts pour autant, bien sûr, et donc on s'aide du bureau d'études, qui lui a vocation à travailler plutôt après signature du contrat, mais pour répondre à nos besoins et à nos manques finalement en termes de compétences. Ils peuvent intervenir pendant l'avant-projet, et donc on est chargé de coordonner ces équipes-là quand ils nous sont alloués. C'est nous qui identifions les contraintes réglementaires, j'en ai déjà parlé, et on arbitre les choix, tout ce qui est choix technique. Finalement, c'est nous qui prenons toutes les décisions, donc il faut savoir être à l'écoute des spécialistes.
En dehors des projets, on est amené à faire beaucoup de veille, c'est-à-dire on a tendance à inviter facilement des fournisseurs pour qu'ils nous montrent un peu les solutions qu'on pourrait finalement proposer à nos clients. Et on fait aussi de la R&D. Donc, pour faire un petit bilan il y a aussi d'autres aspects finalement dans la slide suivante, avec toutes ces images que vous pouvez voir à l'écran. Et des aspects un petit peu rigolos finalement de notre travail, c'est notre implication, notamment dans les essais en bassin des carènes, qui sont des prestations qu'on demande à des instituts spécialisés et qui nous permettent d'affiner nos calculs, nos prédictions de performance. De plus en plus, on fait appel au numérique, donc on est impliqué aussi quand on demande une étude CFD. On doit maîtriser pas mal de logiciels de modélisation et de simulation. Ce qui est un peu moins marrant, c'est qu'on doit maîtriser aussi la réglementation. Donc, voilà, qu'elle soit... même dans le militaire, il y en a un peu moins dans le civil, mais il y en a quand même. La réglementation de classe. Et on peut aussi intervenir sur des projets civils, donc on peut maîtriser tout ce qui est les exigences de pavillon. Typiquement, on pourrait nous demander... il y a pas mal de dimensionnements qui sont déterminés par la réglementation, comme dimensionner un gain d'eau, le dimensionnement du millage, typiquement, le dimensionnement de la structure, mais il y a aussi la répartition, les évacuations à bord pour prévenir des risques d'incendie. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête, évidemment, puisque c'est nous qui demandons aux dessinateurs de faire le plan d'aménagement général. On intervient aussi, ce qui est aussi marrant, c'est qu'on peut prendre la mer, une fois le navire lancé. Avant ça, on est aussi responsable des essais de stabilité. Donc il y a une partie des essais où on est présent. La dernière image, ça serait un peu ça vous donne un peu une idée de l'avancement d'un projet avant qu'on le propose au client. Et on est aussi chargé de faire des vues 3D pour que le client se projette dans ce qu'on lui propose et soit plus à même de signer le contrat. Donc petit récapitulatif de ce qui fait en fait nos objectifs et nos responsabilités en cas d'architecte. On a pour objectif de répondre aux besoins du client, de répondre à la réglementation, de minimiser les coûts et les délais, et surtout, le plus important, assurer la faisabilité technique. On est aussi chargé d'évaluer les risques. On entend par là qu'au moment où on monte une offre financière, on va venir nous demander quels sont les risques techniques. Il peut toujours y en avoir en fonction des demandes du client. Et donc, on peut provisionner des risques, par exemple. On a des responsabilités qui sont opérationnelles, dans le sens où on est finalement le référent de l'équipe qui va travailler sur le projet, et c'est à nous de répondre aux besoins du client dans les délais. De répondre aux besoins du client, ou plutôt de fournir l'offre au client dans les délais. On a des responsabilités commerciales également. Il faut impérativement qu'on minimise les coûts pour avoir toutes les chances de notre côté pour remporter le contrat. On a et les plus importantes, c'est les responsabilités contractuelles et techniques. Typiquement, s'il y a des pénalités qui sont prévues au contrat, si par exemple le navire ne fait pas sa vitesse, et nous on va être responsable de ça. Donc on va devoir se justifier si jamais le navire ne fait pas sa vitesse, par exemple. Donc au niveau de ma formation en ce qui me concerne, je pense que vous êtes surtout des scolaires, donc je pense que c'est un point qui vous intéresse. En ce qui me concerne, j'ai eu un parcours assez classique, dans le sens où j'ai préparé les grandes écoles dans une classe préparatoire. J'ai intégré l'ENSTA Bretagne, qui possède une spécialisation en architecture navale et en ingénierie offshore. Donc j'ai suivi les différentes étapes de la spécialisation en école d'ingénieur pour finalement obtenir ce diplôme. En parallèle, j'ai préparé des doubles diplômes. Enfin, j'ai un double diplôme master en hydrodynamique navale. Ce qui est toujours un plus, l'hydrodynamique navale, pour faire le métier d'architecte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre sur le tas.
que ce soit les contraintes de fabrication ou toutes les spécialisations comme la climatisation, la tuyauterie qu'on ne m'a pas appris à l'école. J'ai dû les découvrir sur le tas. Et en ce qui concerne l'hydrodynamique, on est vraiment l'expert, le seul dans notre chantier à maîtriser ces aspects-là. C'est pour ça que finalement, j'ai mis une petite mosaïque des universités qui délivrent des formations qui peuvent mener au métier d'architecte. J'en ai sûrement oublié pas mal. Mais si je prends l'exemple de Centrale Nantes, par exemple, je délivre un diplôme d'ingénieur hydrodynamicien. Okay. Et non pas architecture navale, et c'est une bonne voie également pour aller vers le métier d'architecte. Je vous remercie. Merci William, je suis obligée de vous interrompre, c'était passionnant et intéressant, mais nous avons encore d'autres intervenants derrière. Merci en tout cas. Et puis si j'avais fini de toute manière. Ah bah ça tombe bien. Vous pouvez rester en ligne quand même parce que nous aurons peut-être quelques questions à vous poser au gré des internautes, des demandes qui seront faites. À tout à l'heure peut-être William et merci. Et maintenant nous allons nous déplacer vers Lorient sur un chantier d'une autre dimension. À tout de suite. Alors nous sommes chez Naval Group à Lorient où nous allons rencontrer, écouter religieusement ce que va nous raconter Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Ah, c'est à vous. Romain de Gabri, j'ai 25 ans. Je suis architecte naval chez Naval Group depuis 1 an maintenant, donc plutôt en tout début de vie professionnelle. Pourquoi architecte naval? Parce que déjà la mer c'est un domaine qui me passionne depuis très longtemps. Voilà. Je fais de la voile depuis tout petit et le métier d'architecte naval est un peu venu à moi de lui-même au fur et à mesure de mes études. Et donc c'est pourquoi, à la suite d'une prépa de l'école polytechnique puis de l'ENSTA à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir entrer à Naval Group, chez qui je travaille depuis 1 an sur un projet de frégate, donc les frégates de défense et d'intervention, qui sont en cours de construction depuis environ 1 an. Donc qu'est-ce qu'une frégate pour commencer? Donc, vous avez peut-être une image qui s'affiche. Ou alors, vous en avez une juste ici derrière moi. Là. Alors, c'est un navire militaire qui est dimensionné pour faire du combat en haute mer et qui est dimensionné pour défendre des intérêts stratégiques français. Donc, en l'occurrence, ça peut être un porte-avions, ça peut être un sous-marin nucléaire, ça peut être les eaux territoriales, ça peut être plein de choses. Donc je vais essayer de vous expliquer au travers de cette présentation le rôle de l'architecte naval dans un projet aussi important qu'une frégate, puisque vous vous doutez qu'on n'est pas tout seul à travailler sur des projets aussi grands. Ce sont des centaines de personnes qui travaillent chaque jour, et l'architecte naval est un élément dans toute la chaîne. Donc pour commencer, il y a plusieurs architectes sur ce genre de projet, et qui sont spécifiques à chacun des domaines qui constituent la frégate. Donc les 2 grands domaines, ce sont le système de combat, donc les armes, les senseurs, les radars, les sonars. Il y a un architecte spécifique système de combat, c'est lui qui les choisit en fonction du besoin du client. Et la deuxième grosse partie, c'est tout ce qui pourrait exister sur la frégate si ce n'était pas un navire militaire, c'est-à-dire le navire, sa coque, sa propulsion, toutes les zones de vie, la passerelle, et puis d'autres parties un peu plus militaires, c'est-à-dire l'hélicoptère ou les embarcations commandes. Et de plus en plus, aujourd'hui, il y a 2 composantes, système de combat, la plateforme, donc le navire. Il y a aussi maintenant des architectes logiciels et numériques pour tout ce qui est informatique. L'architecte naval, comme vous l'avez compris, se concentre principalement sur la 2e composante, donc la plateforme. Sur cette composante, l'architecte naval a 4 grandes missions. Déjà, la toute première, c'est de bien comprendre le besoin du client. Les architectes sont les premiers interlocuteurs avec le client du point de vue technique. C'est lui qui va décliner les exigences du cahier des charges vers les différents systèmes, et donc pour ça, il faut que l'architecte comprenne bien le besoin du client. Vous n'allez pas dessiner la même forme de coque
si le client veut faire un navire qui transporte des conteneurs, si le client veut faire un navire qui transporte des passagers, ou si au contraire c'est un navire qui transporte des armes comme les frégates. Et tous les choix techniques vont se baser sur ce besoin. Donc première mission de l'architecte, comprendre le besoin du client. La deuxième mission, c'est, on en a déjà parlé dans les présentations précédentes, la responsabilité des grands équilibres et des grandes performances. Donc les grands équilibres, vous avez l'assiette du navire, vous avez sa masse, vous avez sa stabilité, et puis dans les grandes performances derrière, vous allez avoir sa vitesse, son rayon d'action, qu'on appelle l'autonomie, et puis d'autres composantes plus spécifiques militaires, par exemple la furtivité ou la discrétion acoustique pour les sous-marins. Donc toutes ces, disons, ces caractéristiques techniques d'ensemble du navire, c'est l'architecte naval qui va en avoir la responsabilité, en s'appuyant sur les différentes équipes. Donc, deuxième mission, les équilibres et les grandes performances. Troisième mission, c'est l'intégration des différents systèmes. On estime à peu près à 150 le nombre de systèmes qu'il y a à bord. Donc, la coque, c'est un système. Vous allez avoir plein d'autres systèmes, les armes, vous allez avoir la navigation, les différents logiciels, etc. Et donc, si vous demandez à chacun des systèmes la place dont il a besoin pour fabriquer son système, la propulsion va vous répondre qu'elle a besoin de la moitié du navire, l'aviation va vous répondre qu'elle a besoin d'un quart du navire, la passerelle va vous répondre qu'elle a besoin d'un quart du navire, et ainsi de suite, vous allez vous retrouver avec 5 navires à devoir intégrer dans un seul. Donc la grande mission de l'architecte aussi, c'est de coordonner ces différents systèmes pour arriver au meilleur compromis entre toutes les demandes de tous les systèmes et avoir le bateau qui répond au mieux à toutes ces exigences. Donc ça, c'est la troisième mission. Et puis la dernière mission, c'est la coordination technique des différents métiers, puisque vous allez avoir des personnes qui sont spécialistes en électricité, vous allez avoir des hydrodynamiciens, vous allez avoir des experts en stabilité, vous allez avoir des personnes qui vont calculer la structure. Et donc tous ces métiers-là ont besoin de se parler entre eux. Et l'architecte est une des personnes, c'est pas la seule, mais qui va permettre aux métiers de discuter entre eux pour arriver au meilleur navire. Donc ça, c'est les 4 missions de l'architecte. À quel moment dans le projet l'architecte va-t-il être présent? En fait, il va être présent un peu tout le temps. Il va être présent dès la phase d'avant-projet, où là, il va plutôt être pas seul, puisqu'il y aura quand même quelques personnes avec lui, mais en comité restreint. C'est lui qui va dessiner les premières esquisses, qui va arriver au premier plan, au premier document, et qui va définir la faisabilité du navire technique, avec les équipes qui sont avec lui. Ensuite, il est aussi présent pendant la phase de conception. La phase de conception qui va commencer par une conception générale, puis une conception détaillée. L'architecte va faire en sorte que tout ce qui est conçu de manière détaillée ne remette pas en cause la boucle navire, dont on a déjà parlé dans les présentations précédentes. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Donc c'est à peu près la phase dans laquelle on se situe sur le projet sur lequel je travaille en ce moment. Ensuite, l'architecte va être aussi présent pendant la phase de fabrication, puisque au moment de la fabrication, et notamment sur tous les types de navires, mais particulièrement sur les gros navires, vous allez avoir des contraintes supplémentaires qui n'ont pas forcément été pensées avant. Et donc, l'architecte est là pour aider à faire les choix, si besoin, modifier très légèrement certaines parties du navire pour réussir à le fabriquer pendant sa phase de production. Et l'architecte est également présent au moment de la mise à l'eau, puis pendant les essais à la mer, pour vérifier que tous les calculs qui ont été faits avant sont bien cohérents et que le bateau respecte bien les performances qu'on lui a demandées. Donc c'est ça qui est passionnant dans le métier d'architecte, c'est que vous pouvez vraiment intervenir à tous les niveaux du projet, que ce soit au début ou à la fin. Donc si vous vous demandez maintenant, si vous vous posez des questions pour devenir architecte naval, je vais essayer de vous expliquer un peu les qualités qui sont requises pour pouvoir devenir architecte. La première déjà, c'est le sens du travail d'équipe. Parce que, comme je l'ai déjà dit, vous n'êtes pas tout seul sur le projet. Et vous allez devoir interagir en permanence avec d'autres personnes. Et c'est ça qui est passionnant. Vous allez devoir interagir avec le client, avec les sociétés de classification, et puis tout simplement avec vos collègues qui travaillent avec vous, et tous les systèmes, toutes les personnes responsables des systèmes du bord.
Donc, travail d'équipe, première chose. Ensuite, forcément, une connaissance scientifique de tous les phénomènes physiques que vous pouvez trouver à bord, que ce soit des phénomènes typiquement d'architecture navale, c'est-à-dire de l'hydrodynamique, de la tenue à la mer, mais aussi des domaines un peu plus spécialisés que sont l'électricité, la structure. Vous allez être amené en tant qu'architecte naval à discuter avec toutes ces personnes et donc forcément il faut les comprendre et donc il faut avoir un bagage technique suffisamment important pour pouvoir les comprendre. La troisième qualité requise, c'est la rigueur. Quand vous réalisez un calcul ou que vous faites réaliser un calcul par quelqu'un, un naval group c'est plutôt ça, il faut être sûr que le résultat soit bon. Vous n'allez pas arriver aux essais à la mer et vous rendre compte que le bateau fait 5 nœuds moins que la vitesse qu'il est censé faire. Sinon, ça ne va pas forcément bien se passer. Donc, il faut vraiment avoir un esprit critique de tous les résultats et être sûr de ce qu'on fait. Et puis enfin, la dernière qualité, c'est un peu d'être passionné par son métier. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'architectes navals, que ce soit des architectes navals pour la course au large, pour les paquebots ou pour les frégates. Tout le monde est passionné vraiment par le métier de la mer. Merci beaucoup Romain. Qu'est-ce que j'aime particulièrement dans ce métier? Il y en a trois choses. Déjà, la première, c'est qu'on construit un objet technique et un objet technique complexe, en l'occurrence un naval. On peut partir d'une feuille blanche et petit à petit transcrire le besoin du client sur des plans et puis se poser plein de problèmes techniques pour comprendre, pour fabriquer vraiment un navire qui convienne le mieux au client. On construit quelque chose de zéro et petit à petit, chacune des actions qu'on prend ou des décisions qu'on prend techniques, on les voit s'implémenter dans la maquette 3D du navire et puis à la fin, lors de sa fabrication et puis pendant les essais. Donc c'est vraiment la construction qui est vraiment intéressante. Ensuite, il y a la diversité des activités. Vous ne ferez jamais la même chose 2 fois dans la journée et puis le lendemain, vous ne ferez pas non plus la même chose puisque vous interagissez avec tellement de personnes et chaque jour, vous découvrez quasiment un domaine nouveau, des sujets techniques nouveaux que vous allez devoir traiter avec les équipes concernées et auxquels vous ne vous attendiez pas du tout. Donc ça, c'est vraiment passionnant, vous ne pourrez jamais vous ennuyer. Et puis, la dernière chose que j'aime dans ce métier, c'est vraiment être en permanence en lien avec les bateaux, qui sont une vraie passion pour moi, et donc c'est vraiment un plaisir. Si vous aimez les bateaux et les sciences et le travail d'équipe, je pense que le métier d'architecte naval est fait pour vous. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Romain. Vous êtes en tout cas convaincu et très convaincant. Et si je peux me permettre de rajouter une qualité pour les architectes navals, moi je pense qu'il faut être bon en Tetris, parce que pour mettre 150 systèmes dans un seul navire, il faut y aller. Et d'ailleurs, je vais illustrer ces propos parce qu'on dit que les femmes, d'ailleurs, sont assez expertes en Tetris. On va vous envoyer une petite vidéo d'architecte système, pour le coup, et on va découvrir une femme qui exerce ce métier. C'est un métier à la pointe de la technologie. On avance sans cesse dans la conception de nos systèmes. Je suis à Naval Group depuis 6 ans et je travaille sur un programme de sous-marins export. Je suis systémier sécurité. Ça consiste à concevoir des systèmes. On est sous la responsabilité des architectes, la responsabilité technique tout du moins. C'est eux qui donnent les grandes lignes directrices pour le bateau. Je m'occupe plus particulièrement du système des ballasts qui permet aux sous-marins de faire surface, de plonger quand il veut, de l'appareil à gouverner. Et donc mon travail, ça consiste à concevoir ces systèmes, vérifier qu'on peut les mettre à l'intérieur du bateau, qu'ils vont fonctionner correctement, s'interfacer avec les autres systèmes du bord pour que tout ça puisse s'intégrer correctement dans le bateau. La sécurité sur un sous-marin, c'est les systèmes d'évacuation et de sauvetage. La lutte incendie, c'est aussi tout ce qui va être attrait à la détection voie d'eau et fermeture d'urgence. En gros, c'est comme dans un avion, le parachute, c'est des systèmes qu'on ne veut pas utiliser, mais qu'on est content d'avoir avec soi. Il faut qu'on gère un équipage, c'est-à-dire qu'on le maintienne en sécurité pendant toute la durée d'une mission, qu'on ramène le bateau sans casse. Il faut que tout ça fonctionne bien pendant toute la durée de la mission et pendant toute la durée de la vie du bateau. C'est toujours un compromis à trouver entre des technologies qui sont très innovantes et des technologies qui doivent être sûres pour le marin, qui doivent lui donner confiance et lui donner les moyens de réussir sa mission. On doit toujours être à l'écoute des besoins du client et des autres personnes travaillant sur le projet. C'est un métier où il y a beaucoup de défis, où on ne s'ennuie pas du tout. Le quotidien ne se répète jamais. J'ai la chance de travailler sur un projet qui est relativement jeune, où on a une ambiance, une écoute qui est vraiment agréable. Dans cette entreprise, il faut avoir conscience qu'il y a une myriade de métiers
métiers qu'on peut faire. C'est quand même un domaine où il y a beaucoup d'évolutions technologiques qui arrivent en ce moment. Si on a envie d'évoluer toute la vie dans cette entreprise, c'est possible parce qu'il y a un millier de domaines qu'on peut visiter. Quel que soit le nombre d'années qu'on ait travaillé dans le groupe, on a toujours quelque chose à apprendre. Le sous-marin, c'est un produit très complexe qui appelle par sa nature l'innovation et le dépassement de soi. Et voilà, et parce que le métier d'architecte ou d'ingénieur n'est pas seulement un métier d'homme, nous allons aussi accueillir en duplex de Lorient Peggy Doménac. Bonjour. Bonjour Peggy, c'est à vous. Donc actuellement, je suis à Naval Group, j'y suis depuis 2013. Je suis responsable de système soutien équipage sur les nouvelles frégates. Mais avant ça, en fait, j'ai pas du tout un parcours lié à l'industrie navale. J'ai suivi un cursus technique qui était orienté plutôt sur la partie chimie ou génie chimique. J'ai un bac technique STS chimie qui m'a conduit à un DUT génie chimique, génie procédé. J'ai travaillé pendant 12 ans dans l'industrie pharmaceutique et chimique en recherche et développement sur la partie cristallisation des principes actifs. Donc vraiment, c'est un rapport avec mon métier actuel. C'était pour des raisons personnelles. J'ai changé de région et ça m'a amené à élargir les possibilités d'emploi. Et c'est comme ça que, presque par hasard, en fait, je suis arrivée dans l'industrie navale. Par hasard, mais avec grand plaisir, je le précise clairement. J'ai intégré le département thermique vie et ventilation, enfin vie à bord et ventilation, qui travaillait sur les sous-marins. Donc pour m'initier en fait à ces nouveaux métiers, parce que je n'ai pas eu la nécessité de reprendre des études conventionnelles. J'ai été formée par l'entreprise comme une forme de matelotage. Et donc j'ai commencé comme prescripteur pour l'approvisionnement d'un osmoseur qui était monté sur un sous-marin en export. Ça m'a permis de prendre contact avec le métier, la complexité effectivement du milieu de l'industrie navale comme ont présenté tous nos architectes précédemment. Suite à ça, il y a un nouveau programme export qui est arrivé. Je suis passée côté bâtiment de surface. Sur une corvette en tant que responsable d'installation sur toute la partie eau douce, parce qu'on prend en compte la production, le stockage et la distribution, donc de l'eau potable à bord du navire, et sur la partie eau grise, eau noire, donc ce sont toutes ce qu'on appelle des eaux usées, donc qui sont produites par toute la partie vie à bord. Ce programme a duré 3 ans, donc en tant que responsable d'installation sur ce système, on participe à la conception, la rédaction de tous les cahiers de charges, la consultation des différents fournisseurs. On établit évidemment toute la partie schématique, le dimensionnement des différentes installations, l'intégration à bord, parce qu'en fait on n'est pas tout seul, c'est ce qu'a très bien présenté précédemment certains architectes, c'est qu'on a tous nos desiderata. Le problème, c'est qu'on doit tous rentrer sur le même navire, donc on doit faire des compromis et boucler en permanence en fait, avec les autres systèmes par rapport à leurs contraintes, et puis évidemment les contraintes réglementaires, puisqu'on ne fait pas ce qu'on veut à bord du navire. Une fois que la conception générale puis détaillée est faite, on passe à la partie chantier. Donc, je ne vais pas passer sur le chantier, mais on suit le chantier, on monte à bord du navire pendant sa construction. On suit notre propre installation, son montage, éventuellement les ajustements, des fortes interactions avec les différents monteurs et les différents intervenants sur le chantier. Ensuite, on teste les installations. Donc, il y a une partie qui se fait à quai, mais il y a aussi effectivement une partie en mer. Entre autres, les osmoseurs peuvent être testés à quai. Donc, on part en mer avec le reste des équipes. Voilà. Et puis, il y a une partie aussi formation de l'équipage qui va prendre ensuite possession du navire. Dans ce cadre-là, en fait, j'ai pris conscience de mes compétences, de mes capacités. J'ai eu un grand plaisir à exercer ces fonctions avec un niveau de responsabilité et de prise de décision que j'avais jamais eu vraiment jusque-là. Et ça m'a engagé à
faire un passage cadre en interne. C'est une opportunité qui est offerte par Naval Group, qui a été acceptée par la hiérarchie. Et donc, en parallèle de mes fonctions, j'ai suivi différents modules de formation qui ont amené à un changement de statut dans l'entreprise. Suite à ce changement de statut, on m'a offert l'opportunité de changer de système. Et donc, je suis passée sur la partie soutien équipage ou vie à bord. Ça peut porter différents noms en fonction des entreprises ou en fonction des programmes. Donc là, le périmètre qui est couvert par soutien équipage, c'est toute la partie habitabilité. Donc, on va gérer tout le design, l'aménagement des locaux vie. Ça va être donc la partie carré, qui est une partie divertissement, la partie restauration, la partie cabine, toute la partie hygiène, la salle de sport, la partie infirmerie. Pour les plus gros navires, ça peut aller jusqu'à la constitution d'un hôpital. Ça va être toute la partie légère, donc les cloisons, les revêtements de sol, les plafonds, avec toutes les contraintes réglementaires qu'on doit respecter par rapport à l'incendie. La partie service des vivres, donc le stockage de toute la partie alimentaire, denrées, la cuisine, toutes les annexes liées à la cuisine. Et c'est très très important à bord d'un navire, même si c'est un navire armé, c'est essentiel, c'est vraiment une partie essentielle pour l'équipage. Et puis une partie un peu annexe, mais qui est toute la partie isolation du navire. Donc là, on dépasse la partie cadre des locaux. Les missions d'un responsable d'installation, on ne travaille évidemment jamais seul, d'un responsable de système, c'est un travail d'équipe. Éventuellement, même certaines fonctions peuvent être sous-traitées, donc il y a une partie gestion de la sous-traitance, il y a une partie maîtrise et connaissance des contraintes techniques, avec la rédaction du cahier des charges, en cohérence complète avec toutes les exigences qui sont liées donc, au réglementaire, mais aussi à ce qu'exige le client, qui a ses propres souhaits ou vraiment clairement exigences. Il va y avoir toute la partie dimensionnement, choix des architectures du système. Il y a des choix techniques qui vont être faits, toujours en accord avec la réglementation. La définition des matériels. On va avoir donc soit en interne, soit en suivi, donc toute la réalisation des plans, des plans de définition des locaux, d'aménagement, des mobiliers, le choix des équipements, toute leur définition. Donc, dans un premier temps, comme expliqué Romain, dans une conception plutôt générale, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on va avoir une conception beaucoup plus détaillée avec un niveau de détail extrêmement élevé, toujours en accord avec les contraintes de tous les autres systèmes. Ça, il l'a bien dit. Effectivement, c'est un métier de travail d'équipe, d'échange et en permanence de compromis. On travaille souvent effectivement en collaboration avec l'architecte et tous les autres responsables de système. Sinon, le bateau ne reboucle pas et en fait, il n'est pas viable. Il y a vraiment cette notion d'interface qui est très très importante dans nos missions. Pour moi, c'est un plaisir. Effectivement, ça veut dire qu'il faut aimer travailler avec l'autre, il faut savoir écouter l'autre et comprendre aussi ses difficultés, parfois pour l'aider et apporter des solutions. Donc voilà, actuellement, on en est à la fin de la construction de la phase détaillée. Sur le programme sur lequel je suis, on commence à peine à avoir des contacts avec le chantier dans le sens concret, j'entends. On commence la fabrication et donc on va avoir de nouveau cette partie de suivi de chantier, de montage, de respect des exigences, d'inspection importante. Entre autres, le bateau est certifié Bureau Veritas. On va avoir beaucoup de contacts à bord avec eux pour contrôler qu'on a conçu et qu'on peut fabriquer conformément en fait, aux exigences. Merci beaucoup Peggy. Moi je retiens plusieurs choses, dont une importante, c'est que vous avez une belle carrière et encore une fois est-il besoin de le prouver, les industriels de la mer permettent ce genre d'évolution de carrière absolument intéressante et comment j'allais dire,
enrichissante. Et une autre chose que je retiens aussi, c'est un mot qui revient dans tous les dialogues ou dans toutes les expressions, c'est travail d'équipe. Et on sent que c'est quelque chose qui vous tient tous à cœur et c'est vraiment formidable. Merci Peggy. À tout à l'heure peut-être. Je ne sais pas si nous aurons éventuellement des questions à vous poser. Là, je voudrais... Merci Peggy. Je voudrais passer à un autre métier d'ingénieur, le métier de data scientist, un métier très spécifique, un métier en devenir. C'est un métier qui permet notamment, qui permet déjà de passer de la maintenance préventive à la maintenance prédictive. Le data scientist s'assure de l'optimisation de l'utilisation des outils et des produits. J'ai bientôt 30 ans et je suis data scientist chez Naval Group. C'est un métier qui se trouve à l'intersection de plusieurs disciplines, dans les mathématiques, l'informatique, les statistiques aussi. Un sous-marin est un des objets les plus complexes au monde. Une machine, quand elle va produire des données, par exemple une image ou un son, pour l'ordinateur, ce n'est qu'une suite de 0 et de 1. Et ce qui est extraordinaire dans ce métier, c'est d'être capable de transformer cette suite de 0 et de 1 en un message utile pour les utilisateurs. Moi, ce que je trouve le plus intéressant dans ce métier, c'est principalement le fait de travailler avec des gens qui ont des compétences dans énormément de domaines. C'est ça qui est intéressant chez Naval Group. Chez Naval Group, on a des électriciens, des électroniciens, des informaticiens, des ingénieurs en mécanique, en fluide. Et finalement, le métier de data scientist va apporter une aide, va apporter des solutions à tous ces métiers. Pour faire ce métier correctement, on doit sans cesse être en train de faire des recherches, de faire une veille active pour savoir ce qui se fait dans d'autres domaines, que ce soit dans le domaine de la recherche scientifique ou que ce soit dans les applications industrielles. Le Graal, si on peut dire, c'est un petit peu d'arriver à concevoir ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui va, je pense pas, remplacer l'humain, mais lui faciliter la vie au quotidien, lui apporter des réponses à ces questions opérationnelles, si on prend l'exemple de la Marine nationale, au moment où il en a besoin. Le métier de data scientist, c'est vraiment un job fabuleux. On vit une réelle révolution, la révolution du digital. Et ce que je trouve vraiment extrêmement enrichissant, c'est d'être acteur dans cette transformation numérique de l'entreprise. Et nous revoilà pour la dernière partie de ce webinaire qui apparemment a été très très suivi cet après-midi encore. Alors déjà nous avons reçu pas mal de questions tout au long de ces différentes interventions. On ne va pas tarder à passer à la séquence questions-réponses.
Alors, comme je le disais à l'instant, nous avons reçu pas mal de questions. Nous allons donc accueillir Manon qui va poser les questions et on va trouver les réponses. Bonjour Manon. Manon est en alternance au CINAV depuis le mois de septembre pour 2 ans. Exactement. Premier baptême du feu. Ouais. Manon, nous avons des questions, je suppose. Oui, alors effectivement, Chantal, on était plus de 240 à se connecter pour ce 3e webinaire. Donc il y a eu beaucoup de questions. On en a sélectionné 8. Et on a bien sûr dit aux internautes qui n'ont pas eu leur réponse qu'on y tâchera d'y répondre rapidement. Et je vais commencer sans plus tarder par la première question. Donc il y a une question de Léa. Léa qui nous demande s'il faut faire obligatoirement 5 années d'études pour être ingénieur. Alors, est-ce que Stéphane est toujours en ligne, Stéphane Laforge de l'AFPA? On me dit que Stéphane n'est pas disponible, donc c'est Pierre qui va répondre. Merci Pierre. Alors, il faut 5 années d'études pour être un ingénieur, oui, à partir de... Enfin, en tout cas, à post-bac, il y a 2 années de prépa ou de DUT ou de BTS à faire, et ensuite 3 années d'études pour être un ingénieur. Cependant, on a vu l'exemple de Peggy qui, par un système d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise, a pu bénéficier du statut d'ingénieur de par ses compétences. Donc, bon, la base, c'est 5 ans, mais durant une carrière, tout peut arriver. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Je vais passer à la deuxième question. Eh bien sûr. Alors, la deuxième question, qui est une question de Maxime, qui nous demande s'il faut être bilingue pour être architecte naval. Alors là, Stéphane est revenu visiblement. Est-ce que Stéphane nous entend? Oui. Super. Stéphane, donc la question était, faut-il être bilingue pour être architecte naval? Alors, faut-il être bilingue pour être architecte naval? Pas nécessairement bilingue au sens propre du terme, mais par contre, il faut une bonne maîtrise de l'anglais. Ça, c'est indéniable, parce que de par la structure des entreprises, et le métier en lui-même qui s'exerce souvent dans un cadre international, il faut que l'architecte naval soit capable d'échanger avec d'autres acteurs du chantier. Très bien. Je me permettrai de... Oui, Stéphane. Pour compléter la première réponse, pour compléter un petit peu, il y a des éléments. Est-ce qu'il faut 5 ans ou non pour être ingénieur? Je me permets de revenir sur cette question s'il y a 2 minutes pour le faire. Oui. Bien sûr. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a besoin de 5 ans? Si on est un jeune de 18 ans qui a tous les feux au vert, j'ai envie de dire, pour aller vers ce métier-là, tant sur l'aspect personnel que scolaire, la voie la plus rapide, c'est effectivement de faire 5 ans d'études en milieu scolaire, en passant par des classes préparatoires et une école d'ingénieur directement. Néanmoins, avec les problèmes notamment de tension sur les métiers et sur les emplois, dans beaucoup de filières, dont la filière maritime, de plus en plus, et dans le groupe ingénierie de formation du CINAV dont je fais partie, on parle de tout ça, et les écoles, quand on a entendu tout à l'heure M. Pradillon en parler, ouvrent les cursus d'ingénieurs à des profils différents. C'est-à-dire ça peut être une personne en reconversion professionnelle qui a déjà un niveau bac ou bac plus 2 et qui a envie d'aller vers un métier d'ingénieur. À ce moment-là, c'est possible d'intégrer en fait en première année ou seconde année selon les dossiers. Il y a une étude de dossier qui est faite. Mais pour un jeune aussi, par exemple, qui aurait des contraintes de déplacement, des contraintes économiques, de se lancer sur une filière de formation de 5 ans, c'est possible aussi de passer par des étapes intermédiaires, de faire par exemple un BTS en alternance, une licence professionnelle par la suite, le tout par l'alternance, et puis tenter une admission par dossier, même si ce n'est pas la plus grande proportion des personnes retenues, dans une école d'ingénieurs. Ça peut être complémentaire au profil que peut avoir un ingénieur qui serait passé par le cycle d'études classiques, parce qu'en termes de soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces, donc tout ce qu'on va avoir en termes de compétences comportementales, de connaissances de l'environnement métier, là il peut y avoir une réelle plus-value et une complémentarité en termes de profil par rapport à une personne qui serait passée par un cursus complètement scolaire, sans alternance et sans période de travail, puisque quand on est alternant, on est salarié. Et la dernière chose, c'est
la validation des acquis de l'expérience, hein, faire reconnaître ces acquis de l'expérience, parce qu'on sait en fait, hein, les études le montrent toutes, que plus de 50% de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, ce sur quoi on est compétent, on l'a acquis en fait par le quotidien et l'emploi. Et donc la démarche de validation des acquis de l'expérience, qui est en place depuis le début des années 2000, permet en fait de faire reconnaître cette expérience professionnelle ou ces compétences qu'on a développées et permettre de passer une certification en fait sans suivre de cursus du tout, simplement en ayant une reconnaissance des compétences qu'on a acquises. Alors il y a une épreuve comme pour toute délivrance de certification qui peut être la même ou adaptée par rapport à l'épreuve qui est passée suite à des années d'études, mais c'est une façon aussi de pouvoir où se réorienter ou aller vers un métier de type ingénieur du secteur maritime. Et concernant l'anglais, et pour rebondir, il y avait la question de Maxime, donc qui parlait c'est la question de Maxime de l'anglais bilingue, oui. Et puis une question de Simon sur le langage du domaine naval. Eh ben, je les engage à regarder quelles formations seront labellisées by CINAV, parce que dans toute formation labellisée by CINAV, il y a des modules que l'on appelle troncs communs, qui sont développés et qui abordent ces deux thématiques-là et qui garantissent le niveau de compétence attendu par les professionnels selon le niveau de qualification pour être au bon niveau dans le métier et dans l'emploi. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions. On continue sur les questions. Oui, alors j'ai une troisième question, la question de Mélanie qui nous demande si on peut évoluer à l'international dans ce métier d'architecte naval. Et d'ingénieurs plus globalement. Est-ce qu'on peut évoluer à l'international? Alors ça peut être une question pour Peggy peut-être, si elle est toujours en ligne. Oui, je suis super. Tout à fait. Oui, en fait, clairement, l'industrie navale, alors je connais plus particulièrement Naval Group, en fait, on a énormément de contrats à l'international, à l'export, que ce soit pour des chantiers de la construction ou même pour des suivis de maintenance et de maintien opérationnel des bâtiments. Donc en fait, il y a plein de possibilités à l'international. Ça va de juste passer quelques jours sur un chantier. Donc ça peut être des missions plus régulières de quelques semaines et on est de quelques semaines en expat et quelques semaines sur le site d'attache. Et puis il y a aussi des possibilités vraiment expat à long terme sur plusieurs années avec suivi des conjoints et de la famille en fonction en fait, des contrats qui sont en cours. Et de toute façon, le développement à l'international est le développement de notre industrie, donc il y a clairement des possibilités. À l'inverse, ça n'est pas non plus une obligation, mais en tout cas pas pour le moment. Mais il y a vraiment énormément de possibilités, et dans tous les métiers, ça peut être pour un soudeur ou pour la conception. Ou, voilà, tous les métiers sont concernés par ce type de mission. Super. D'où l'intérêt, sans être bilingue, de maîtriser quand même quelques termes techniques anglais et avoir la possibilité au moins d'aller acheter son pain ou demander son café au restaurant le matin. Merci Peggy. Une autre question, Manon? Oui, alors j'ai une question de Léo. Léo nous demande combien gagne un architecte naval en alternance. Combien gagne un architecte naval en alternance? Pierre, vous savez répondre? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Alors, combien gagne un architecte naval? On va dire plutôt combien gagne un étudiant, un apprenti ingénieur, après 5 ans d'études, qu'il soit architecte naval ou pas, en alternance. Typiquement, les 36 mois de formation, c'est du contrat d'apprentissage. On peut penser que ce jeune est dans la tranche 21-25 ans. À partir de là, en première année, il peut percevoir un salaire de 815,89 €, très précisément. En deuxième année, 939 €. En dernière année, 1200 €. Ça, ce sont des chiffres qui figurent sur le site internet et qui sont définis par l'État. Pour autant, suivant certaines entreprises, il peut y avoir des salaires revalorisés qui ne sont pas indicés sur le SMIC, mais qui sont indicés sur le SMC, le salaire minimum conventionnel de l'entreprise dans laquelle que l'on intègre. Voilà. Merci Pierre. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons une autre question? Oui, alors j'ai une autre question, une question dont a parlé Stéphane tout à l'heure. C'est comment se former au langage du domaine naval? C'est une question de Simon. Alors, effectivement, Stéphane a commencé à répondre plus ou moins à cette question. Est-ce que Jean-Yves Pradillon peut apporter quelques informations supplémentaires sur comment se former au langage du domaine naval?
Alors, il y a différents types de langage. Alors. Il y a le langage de type jargon métier sur, par exemple, les éléments constitutifs du bateau, pourquoi tribord, pourquoi bâbord, le nom des différentes pièces du navire. Oui. Ça, c'est une chose que l'on apprend dans les différentes formations. Les gens en BTS construction navale, les gens qui vont suivre des cours à l'AFPA sont bien formés à ce genre de choses. Je dirais que c'est pas du niveau ingénieur, au sens où c'est quelque chose qu'on peut apprendre très vite, très tôt. Et les gens qui sont en apprentissage ont évidemment plus de facilité de ce point de vue-là, puisqu'ils sont immergés dans un milieu où on parle. En revanche, je vais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de maîtriser ces noms de pièces ou de lieux du bateau dans les deux langues, en français et en anglais. Encore une fois, j'enfonce le clou. C'est un travail à l'international. Il faut être capable d'échanger aussi bien avec des vieux de la vieille en France qu'avec des étrangers. Pour le reste, ce qu'on peut apprendre en école d'ingénieur qui ne répond pas de ce vocabulaire de base, c'est du vocabulaire d'ingénierie qu'on peut apprendre pas seulement en construction navale, mais un petit peu partout. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Yves. On continue les questions? Oui, alors j'ai une question de Grégoire. Grégoire nous demande que conseillez-vous à un étudiant de classe de prépa entre un cursus ingénieur en alternance et un cursus ingénieur standard? Que peut-on lui apporter comme conseil? Oui, entre les deux, entre l'alternance et le cursus standard. Alors Jean-Yves ou moi Jean-Yves, ou si Jean-Yves est toujours là. Un profil sorti de prépa et un profil de DUT, la différence, c'est qu'il y en a un qui connaît la technique et l'autre qui ne la connaît pas. Par contre, il a beaucoup de méthodologie en sortant de prépa. Ça veut dire qu'en sortant de prépa et en arrivant sur le cursus de l'apprentissage, il aura moins de connaissances techniques et il va prendre un peu plus de temps à assimiler ses connaissances. Pour autant, je n'ai pas envie de donner de conseils particuliers parce que ce sont deux beaux cursus. L'un est salarié, l'autre est strictement étudiant. Ça dépend de la maturité peut-être aussi du candidat. Tout est possible. Je ne sais pas ce que Jean-Yves en pense. Non, il n'est plus là peut-être. Mais... En fait, c'est un choix très personnel. C'est un choix personnel, voilà. Quand on rentre en apprentissage, on n'est plus un étudiant. On est un salarié apprenant. Voilà, c'est toute la nuance. Je dis souvent aux jeunes, quand on est dans un parcours initial, on a deux priorités dans la vie, ses études et ses loisirs. Quand on est en parcours apprentissage, on a trois priorités. Ses études, son travail et ses loisirs. Après, à chacun de choisir. Je confirme. Merci, merci Pierre. Manon? J'ai une 7e question, qui est une question plutôt globale. Il y a eu beaucoup de questions sur les offres d'emploi en règle générale et comment postuler, comment trouver un emploi dans l'industrie navale en tant qu'ingénieur. Là, Pierre est idéalement placé pour répondre également. Comment trouver un emploi écoutez, comment postuler surtout. Comment postuler? Bon, alors après, très clairement, tout est aujourd'hui dématérialisé et puis nous sommes aujourd'hui en situation dématérialisée. Pourtant, nous sommes bien réels. Pourtant, nous sommes bien réels, oui. Mais, donc, à partir de là, la candidature spontanée papier, je pense qu'il faut l'oublier. C'est important de passer par les portails des entreprises, les portails informatiques des entreprises. C'est important de se présenter dans des job dating, même si aujourd'hui, certains sont dématérialisés par rapport à la crise sanitaire. Les portails C-Cube et autres qui peuvent être organisés par des professionnels ou par des chambres patronales ou par des écoles aussi. Mais il y a encore de nombreux job dating qui sont organisés partout en France et rencontrer aussi en direct, outre le fait de candidater sur un portail et rencontrer les entreprises lors de job dating, c'est vraiment un plus. Alors moi, je vais juste anticiper sur quelque chose que j'aurais dit à la fin, mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poster votre CV également sur notre site internet sinav.fr. Nous nous chargeons derrière de le retransmettre aux entreprises. Il n'empêche que vous devez quand même continuer à postuler en ligne sur les différents sites des entreprises. Mais envoyez-nous nos CV, nous nous chargeons de les transmettre plus loin. Et si possible, candidater sur des offres réelles qui existent sur les portails des entreprises plutôt que de candidater de façon spontanée. C'est très important. Merci Pierre. Manon?
Et une dernière question. Alors, la question c'est, est-ce que les embauches des domaines mécaniques sont ouvertes à tous les diplômes d'ingénieurs ou certaines écoles sont-elles des partenaires privilégiés? Alors ça, c'est encore très technique et je n'ai pas les compétences. Et comme visiblement, nous sommes là tous les trois. Pierre, merci. Oui, alors certaines entreprises ont des écoles cibles. On a pu le voir tout à l'heure avec l'Ensta-Bretagne où Jean-Yves a dit que Naval Group prenait un certain nombre d'apprentis, par exemple, dans chacune des promotions. Pour autant, il est important, quelle que soit l'entreprise, d'éviter une certaine consanguinité, de ne prendre que dans telle ou telle école. Donc, toutes les écoles sont les bienvenues. Il n'y a pas d'école blacklistée particulière. Non, à partir du moment où le diplôme d'ingénieur est reconnu au RNCP, il n'y a pas de problème. Très bien. Bon, je crois qu'on va arrêter là pour les questions parce qu'il y en a encore beaucoup. Oui. Bon, elles ont été relevées. Certaines ont déjà fait l'objet de réponses par mail, je crois. Oui. Et sinon, elles seront traitées dans les heures ou plutôt les jours qui viennent. Et la foire aux questions sera postée sur notre site internet. Quelques infos pratiques. Je vous rappelle, comme je vous le disais au début, que le Salon Euronaval qui a ouvert ses porte virtuelle lundi est ouvert jusqu'à dimanche et vous pouvez vous inscrire à condition d'y avoir plus de 16 ans en suivant l'adresse que vous voyez affichée à l'écran. Par ailleurs, chez SINAV, nous avons réalisé, en tout cas Manon a réalisé des fiches métiers qui reprennent la description du métier, les formations pour y accéder et les perspectives de recrutement sur les régions littorales françaises. Ces fiches sont accessibles en flashant le QR code qui s'affiche ou encore une fois en allant sur notre site internet sinav.fr dans l'onglet métiers. Je voudrais maintenant remercier tous les intervenants qui ont participé à cette séquence cet après-midi qui visiblement, comme le disait Manon tout à l'heure, a été suivie par au moins 200 personnes. Merci donc à vous aussi d'avoir suivi ces échanges. Demain matin, prochain rendez-vous à 10h avec les métiers de la robotique et de la cybersécurité. Demain après-midi à 14h, dernière séquence sur les femmes dans l'industrie. N'hésitez pas à revenir, parlez-en autour de vous si ça vous a plu. Et puis, portez-vous bien, à bientôt, au revoir.